Bonjour Madame Kojo, Bonjour, comment allez-vous? bien merci. Bienvenue à Dakar, C'est mon plaisir. bienvenue dans Agra Podcast, Mm. là où nous transformons le système agricole africain. Bienvenue dans African Food System à Dakar. C'est un grand plaisir pour moi. En plus, c'est ma deuxième année, Ah oui? donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Ah, vous allez nous en dire plus par rapport à Ok, vos très bien. expectations. Alors, Madame Kojo, je vous suis sur les réseaux depuis quelques temps. Je vois tout ce que vous faites. Franchement, c'est amazing. Merci. Euh, Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas? Moi, je vous connais, mais ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, alors je suis Sephora Kojo, je suis une entrepreneure engagée. Je travaille principalement avec les femmes entrepreneurs. Nous faisons de l'assistance technique, donc nous leur apportons des ressources en termes de renforcement de capacité, d'accès au financement, mais aussi d'accès au marché. Après, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis aussi très engagée dans la société civile Mhm. et je suis la présidente pour la Côte d'Ivoire du réseau africain des femmes leaders. C'est très amusant. Je reviens de la Côte d'Ivoire ce vendredi. Ah ouais. Oui, Donc, tu as fait le plein de tout, à checker, à locaux, tout ça là, tu as... C'est bon. j'ai même amené plus que je ne devais amener. Ok, ça marche. Alors, mais c'est amusant que vous parlez de nourriture. On va commencer par là. Parce que quand on D'accord. parle de système alimentaire africain, on va naturellement commencer par le attiqué, le tout ça. D'accord. Je vais vous demander, quel est votre meilleur souvenir de la nourriture? Mon meilleur souvenir de la nourriture, bien que j'aime bien nos plats ivoiriens, ça reste le injera. Ça vient d'où? C'est de l'Éthiopie. Ok. Parce qu'en réalité, j'ai découvert que c'est plus qu'un mets, c'est plus qu'un plat, Mhm. c'est une culture. Ok. Et la fois où je l'ai découvert, j'étais dans un restaurant et il y avait des jeunes femmes éthiopiennes qui dansaient. Mhm. Donc en fait, j'ai vu que c'est un plat qui se partage autour de réjouissance, c'est Mhm. très festif. Mhm. Et oui, c'est mon meilleur souvenir. Donc à chaque fois que je pars à Addis Abeba, il faut absolument que j'ai cette expérience de injera. Magnifique. Il faut que je le teste avec vous Je peut-être vous un jour. encourage. Et quel plat représente le mieux l'Afrique selon vous? Je dirais le tchéoudjen. Le tchéboujen? Et Je pourquoi? dirais. Parce qu'en réalité, c'est ancré dans les racines, Mhm. c'est culturel. Ça réunit à la fois les familles. Donc, on a quand même ce moment de partage. Ça représente l'Afrique parce que ça représente le partage. Mhm. Généralement, c'est des communautés qui mangent autour d'un bon djeboujen. Mhm. On a aussi je peux dire cette complicité entre les femmes qui préparent. Ça, c'est très africain, les femmes dans la cuisine, etc. Je trouve que ça représente bien. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une pléthore, mais variété de nourriture. Mais tchéboudjen, pour moi, ça reste aujourd'hui une très belle représentation des valeurs de l'Afrique. J'espère que c'est pas à cause de AFS à Ah Dakar bah là. non. Je viens souvent ici et je peux dire aussi que c'est un des plats qu'on ne rate pas quand on vient au Sénégal. C'est vrai, ça je suis d'accord avec vous. Et si j'ouvrais un panier de nourriture de votre cuisine, quel est l'indispensable aliment que j'y trouverais? Alors, je vais vous dire, l'indispensable aliment, ça va être... bon, Ou déjà, les indispensables même. Ça peut ne pas être qu'un seul. beaucoup de légumes, de produits vivriers, parce que j'essaie de convaincre mes enfants de manger des légumes de plus en plus. Donc, en ce moment, je crois que c'est ce qu'on trouvera le plus. Après, ça vient progressivement, mais je crois qu'à cet âge-là, ils sont très jeunes. C'est le moment aussi de prendre de très bonnes habitudes, parce qu'en termes de nutrition, d'apport en vitamines, etc., voilà. Donc, en ce moment, beaucoup de légumes dans ma cuisine. Beaucoup de légumes et beaucoup de céréales. Oui, aussi. Intéressant. Madame Kojo, vous dites que vous travaillez avec les femmes. Que font ces femmes? Alors, la plupart des femmes avec lesquelles nous travaillons sont des entrepreneurs. On en a 60% qui sont dans les systèmes alimentaires. Donc, que ce soit la production, la transformation, la logistique, donc tout ce qui va être le transport ou la distribution. Donc, elles interviennent dans tous ces mécanismes-là. On en a beaucoup plus qui sont dans la transformation maintenant, mais c'est de la petite transformation. On a
en dehors de celles qui sont dans les industries alimentaires, on en a dans les industries culturelles et créatives. On a aussi les femmes dans les BTP, les femmes dans les services. En réalité, avec la Fondation CEFIS que je représente, toutes les femmes entrepreneurs sont les bienvenues. Pour nous, c'est vraiment de mettre en place des mécanismes qui les aident à grandir professionnellement et avoir un apport plus qualitatif en termes de leur capacité de création d'emplois, mais aussi leur capacité de création de ressources économiques. Donc, on va dire un meilleur chiffre d'affaires. Vous avez parlé de femmes, de système alimentaire, d'industrie culturelle et créative, de BTP. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que tout ça a commencé? Avec la Fondation CEFIS. Alors, CEFIS, c'est venu naturellement. Je crois qu'au début, je ne me définissais même pas comme une femme de la société civile. Ça a toujours été une passion et c'était une association extra-scolaire. C'est-à-dire que, au-delà de mes cours, j'étais étudiante, j'avais une petite association, un petit mouvement quand même que je dirigeais. Et puis, au fur et à mesure des années, je travaillais aussi dans l'administration publique à un moment. J'ai vu que cet engagement de la société civile commençait à avoir un impact important. Et là, on a décidé de formaliser les choses et d'en faire une association. Après, on est passé à une fondation quand on a fait notre 10e anniversaire. Et CEFIS est ce que c'est aujourd'hui. Mais pour résumer, d'où me vient un peu cette flamme, je raconte très souvent cette histoire. À l'université, je voulais être présidente du bureau des étudiants. Et il n'y avait jamais eu de femme présidente. Donc, beaucoup de challenges quand même autour de moi parce que les femmes étaient les premières à me dire « tu vas pas y arriver, il n'y a jamais eu de femme, etc. » Et c'est là où j'ai voulu quand même essayer de montrer la différence parce que de ma perception, il n'y a pas de compétence supérieure. C'est juste une question d'engagement et de savoir-faire. Et j'ai été élue première femme du bureau des étudiants et tout est parti de là parce que les autres jeunes étudiantes venaient me voir en me disant « on a aimé ta prise de parole, on a aimé le fait que tu aies confiance en toi. On pense aussi que nous aussi, on a des compétences où on peut faire plus que ce qu'on fait déjà. Mais est-ce que tu pourrais nous communiquer cette énergie ?» Donc, ce petit mouvement associatif pour faire du développement personnel. Et ensuite, CEFIS est devenu un grand centre de formation qui travaille désormais en Côte d'Ivoire, au Sénégal et aussi au Togo. Intéressant, félicitations d'avoir été élue la première femme. Je crois que c'est du leadership que vous incarnez depuis que vous êtes toute jeune, à ce que je remarque. Si nous regardons en arrière sur la dernière décennie, quels sont les 2 changements qui vous ont le plus marqué dans le domaine de l'agriculture africaine? Alors, les 2 dernières décennies. Alors, si je peux dire le premier, c'est pas un changement, je pense que c'est encore en cours. Les choses se mettent en place progressivement, mais je parlerai de la ZLECAf. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie opportunité de pouvoir faire circuler nos produits locaux et une opportunité de pouvoir développer aussi la transformation locale. Et mon point, c'est qu'il faut accompagner de plus en plus des PME pour pouvoir aussi saisir l'opportunité de la ZLECAf. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, on pourrait penser que la ZLECAf va vraiment servir aux grandes entreprises qui sont déjà attractives et compétitives sur le marché, alors que les plus petites ont intérêt à comprendre ce changement qui arrive et à se préparer de sorte à pouvoir, elles aussi, attirer un peu plus de marché. Mais ce sont ces petites entreprises qui finalement créent un maximum d'emplois. On sait que c'est le secteur privé, on sait qu'on a une croissance démographique qui est très importante en Afrique et tous ces grands enjeux-là. Et tout le monde n'a pas vocation à être dans l'administration. Donc, ce côté secteur privé entrepreneuriat, on a beaucoup de ressources aussi qui interviennent dans les systèmes alimentaires, dans l'agriculture. Et on voit que de plus en plus, il y a cet intérêt-là de valoriser nos produits locaux, de les transformer, de les mettre sur le marché, mais pas juste avec l'ambition de dire consommons local, mais avec l'ambition de dire consommons qualitativement local. C'est-à-dire qu'on voit que les PME aujourd'hui essaient de faire des produits qui sont standardisés, qui sont compétitifs, qui ont un très beau packaging. On est sur la voie, on les accompagne pour ça, mais le premier, je dirais, aujourd'hui, pour moi, ça serait le premier sujet. Le deuxième, je parlerai aussi de...
Je parlais de la société civile parce que on voit que des organisations un peu comme CEFIS, des centres de formation qui accompagnent les PME grandissent un peu à l'échelle du continent. Et ça, c'est très prometteur parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs ont commencé, moi je dis toujours, elles ont commencé dans leur cuisine, chez elles à la maison et elles ont besoin d'avoir les outils, de comprendre l'entrepreneuriat et de se préparer pour chaque étape. Parce que quand je suis entrepreneur, je suis à la fois chef d'entreprise, je suis productrice, je suis transformatrice, je fais mon marketing. Et en fait, elles ont beaucoup de casquettes, les casquettes du manager. Et donc, elles se rendent compte que je fais l'activité, je vends bien sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, j'ai un chiffre d'affaires qui va plafonner, qui va stagner. Et là, j'ai envie d'agrandir mon marché, j'ai envie de rentrer peut-être dans la grande distribution. Et c'est là où tous ces centres de formation qui commencent aussi à se mettre en place, je les trouve assez stratégiques quand même parce qu'ils apportent vraiment une vraie réponse aux besoins de nos PME locales qui sont justement dans ces systèmes alimentaires. Magnifique. Alors, ce sera la société civile et la zone de libre-échange. Oui. Parfait. Vous parlez de zone de libre-échange. C'est important que vous l'avez souligné parce que on voit, j'ai posé la question à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je dis, notre plus grand challenge en Afrique, c'est qu'on arrive à, dans certains pays, certains enfants meurent de famine, tandis que dans d'autres, on voit la surproduction ou bien des pertes post-récolte. Et en même temps, on nous importe des produits qui ne sont pas qualitativement bien pour notre santé. Et là, on parle de libre-échange. Un ami qui va acheter du piment ou bien qui veut sourcer, par exemple, un produit auprès des femmes avec lesquelles vous travaillez, va avoir d'énormes problèmes de shipping pour amener leur produit. C'est très cher. C'est très cher et c'est très complexe. Et d'où le renforcement de capacité que vous faites est important. Du coup, dans cette chaîne de système alimentaire, vous avez parlé de transformation, de production, de logistique. Je vois qu'en fait, vous anticipez sur beaucoup de choses. Comment vous est venue, en fait, cette envie de changer quelque chose pour les femmes dans ce système alimentaire et pas de faire ce que tout le monde fait, mais d'apporter un plus sur la chaîne, oui, sur l'ensemble de la chaîne. Alors, je dirais que la logistique aujourd'hui est un des sujets majeurs et un grand défi dans les systèmes alimentaires, de la production à la transformation. Vous savez, dans nos villages, dans les zones à l'intérieur, on a beaucoup de productrices. Le défi de la production, c'est pas la main-d'œuvre qui manque. Parfois, c'est la qualité de la production, mais c'est pas la main-d'œuvre. Le véritable souci, c'est tout ce qui va être la logistique. C'est-à-dire comment on fait sortir les matières premières de nos champs ou les stocker. Donc, on perd énormément de denrées alimentaires parce qu'on voit que cette partie logistique, qui très souvent, les femmes sont pas assez dans la logistique. Donc, elles aussi, elles perdent en termes de chiffre d'affaires, en termes de ressources économiques. Parce qu'on le sait très bien que sur la ligne de la transformation ou de la distribution, c'est vraiment en bout de chaîne qu'on arrive à faire la plus grande plus-value. Donc, au départ, elles vendent un peu bord-champ, etc. Donc, on voit aussi que cette précarité financière est effectivement due à tous ces défis de logistique parce qu'elles n'ont pas les capacités. Il y a beaucoup de défis, donc elles vont se limiter à produire et à vendre bord-champ et se dire que la logistique sera organisée autrement. Ce pourquoi on s'intéresse aussi à ces sujets-là, parce que logiquement, on a envie d'avoir des chaînes de production et de distribution qui sont menées de bout en bout par les femmes. Après, on n'a pas la prétention de dire que tous les entrepreneurs doivent à la fois transformer, distribuer, etc. Il y a plusieurs corps de métier pour ça, mais il y en a qui ont les capacités personnelles, qui veulent le faire, mais qui rencontrent beaucoup de barrières. Et je vais vous dire, la question même du shipping. Aujourd'hui, voyez-vous, on a quand même, je dis à CEFIS, on a commencé notre LECAF. Parce que, étant donné qu'on a des entrepreneurs dans différents pays, donc elles s'entendent entre elles dans les réseaux pour que toi, au Sénégal, tu puisses vendre mes produits ivoiriens et que moi, en Côte d'Ivoire, je puisse vendre tes produits du Sénégal. Donc, on a commencé notre mini LECAF. On va y arriver.
Mais cette question de réseautage, quand même, est assez stratégique. Le défi qu'elles vont avoir, c'est ça. C'est la douane, le transport, etc. Et on se rend compte que c'est parfois 6 à 7 fois moins cher de faire venir les matières premières, parfois de la Chine, les packaging de la Chine, etc., que de faire certaines productions localement. Donc encore là, ce sont des opportunités économiques qui nous passent un peu entre les doigts parce qu'on n'a pas suffisamment développé ces secteurs-là. Et de politique aussi. Les politiques publiques aussi devraient encourager ce côté industrialisation. Je crois qu'il y a une forte volonté maintenant on voit beaucoup plus de zones franches, de zones industrielles qui s'ouvrent un peu partout en Afrique. Ça exprime aussi la volonté de nos dirigeants de pouvoir faciliter donc la transformation locale. On va y arriver, mais oui, en soi, on s'intéresse fortement à ces sujets-là parce qu'on sait que c'est aujourd'hui un des nœuds les plus importants de tout ce système alimentaire, logistique. On est d'accord. Et comme on parle de système alimentaire, pour vous, selon vous, c'est quoi l'opportunité commerciale la plus importante pour développer notre système alimentaire africain? Bon, déjà, la ZLECAf est une opportunité commerciale, mais je dirais qu'en fait, c'est vraiment de miser sur nos produits locaux de qualité. Et au fur et à mesure, on voit que les pays commencent aussi à avoir cette protection de leurs matières premières en disant on ne veut pas exporter toute la matière première, on va transformer localement. On voit le cas du Bénin avec le coton. La Côte d'Ivoire suit aussi le mouvement avec la NARCAD. Donc de plus en plus, les États commencent à se dire la plus-value vient, comme je disais, vient en bout de chaîne et on va commencer à avoir une privatisation de nos matières premières de sorte à ce qu'au moment où elles sont prêtes à rentrer sur le marché. On a déjà plusieurs personnes qui sont entrées dans la chaîne de valeur. Donc, les producteurs, les acheteurs, les transformateurs, on a fait pas mal de choses localement. Donc, on a créé de l'emploi, on a créé de la valeur économique. Et quand on revend, on gagne encore plus. Je crois que ça, c'est une très belle opportunité commerciale à soutenir et à encourager. Parfait. Et j'ai envie de continuer, parce qu'on me signale le temps en même temps. Si vous pouvez concevoir un programme idéal qui permettrait de fournir un aliment nutritif abordable à nos chers enfants, parents, parce qu'en fait, il y a des niches. Il y a des niches par rapport à certains produits. Ce serait quoi? Sur quelle niche vous vous baserez et sur quel aliment vous allez vous mettre l'accent? Vous savez, les entrepreneurs, il n'y a rien d'innovant. Il y a des choses qui existent déjà. On a des entrepreneurs qui font des choses à base d'aliments, de matières premières locales pour la petite enfance. Je prendrai le cas du Sénégal. On a Lianceau qui fait de très bons produits, des compotes pour bébés, etc. Que je profite au passage pour féliciter et saluer. Ce sont des fiertés comme ça que nous avons. Aujourd'hui, sur tout ce qui va être farine infantile, il y a aussi un sujet. Les légumes, les compotes, les fruits pour bébés, c'est un sujet. Il faut qu'on arrive à avoir plusieurs marques parce que encore, on consomme beaucoup de ces produits importés pour nos enfants. Mais de façon locale, on a beaucoup d'aliments nutritifs. On a le soja, et maintenant, on essaie même de développer nos propres farines à base de manioc, etc. C'est vraiment tous ces sujets-là. Je crois qu'il y a aussi un point qui est important, c'est la recherche et le développement en Afrique. La R&D est très importante en Afrique, de pouvoir justifier en fait les apports qualitatifs et nutritifs de chaque produit. C'est pas juste de dire c'est un produit local, il faut que nos enfants le consomment, mais en soi, qu'est-ce que ça apporte vraiment comme apport nutritif à la santé, au développement, à la croissance et au bien-être aussi parfois des enfants. Et la R&D coûte très cher. Il faut qu'on développe nos laboratoires. Il faut qu'on développe aussi les filières qui permettent à des jeunes de s'intéresser à ces secteurs d'activité. Et ça me ramène à la dernière question. Qu'est-ce que vous avez comme message à nos auditeurs? Nos responsables qui sont ici pendant cette semaine à Dakar, pendant le African Food System Forum, qui sont en train de repenser, d'écouter, de s'inspirer des systèmes alimentaires existants et de comment l'optimiser. Si vous aviez une idée ou bien un message percutant à leur envoyer, ce serait quoi? Alors, je leur dirais que, premièrement, à tous nos dirigeants, le Forum Africa Food System
c'est une plateforme d'échange, d'inspiration, c'est vrai, mais voyez, parfois, on participe à des événements, on vient présenter les résultats. Il faudrait qu'on arrive aussi à apprendre des choses. Quand on vient s'inspirer, on vient écouter tous ces entrepreneurs. Depuis l'aéroport, je rencontre des entrepreneurs qui m'abordent en disant « Ah, mais je vais exposer, etc. Est-ce que vous pouvez passer sur mon stand ?» Donc, on voit qu'il y a, dans ces systèmes alimentaires, il y a beaucoup de secteurs d'activité. On a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent sur le terrain et qui rencontrent des difficultés. Je crois que le forum crée des espaces pour que les personnes qui sont sur le terrain arrivent aussi à remonter la réalité du terrain. Parce que parfois, de là-haut, on peut avoir des politiques, des perceptions, mais il faut une adéquation entre la volonté de l'État et les besoins des fameuses, donc des planteurs, des transformatrices, de tous ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est vraiment, je vois un peu cette plateforme comme un pont. Je les encourage vraiment à tirer le maximum de bénéfices et d'échanges, d'être surtout à l'écoute. C'est vrai qu'on vient partager, mais il faut prendre, d'être surtout à l'écoute. Et mon dernier point, je reviendrai aussi sur la zone de libre-échange et la nécessité de faire de l'assistance technique pour nos PME. Parce que c'est un rendez-vous important que l'Afrique est en train de se donner. Il ne faut pas que nos entreprises locales manquent ce rendez-vous-là. Il faut qu'elles soient préparées. Il y a de la documentation, il y a de l'administration à faire, etc. De la sensibilisation. La sensibilisation, l'importance de ce changement. Il faut vraiment qu'on arrive à les intégrer suffisamment et faire une vraie assistance technique et se donner des échéances de se dire dans 3 ans, dans 5 ans, horizon 2030, voilà où est-ce qu'on veut arriver avec nos productions locales, avec nos PME qui sont dans les systèmes alimentaires. Last but not least, on parle de jeunes. La thématique de cette édition, vous la connaissez mieux que moi. Quel est votre message pour la jeunesse africaine qui évolue dans les systèmes alimentaires? Alors moi, je vais leur dire déjà bravo. Bravo, bravo, bravo. Je vois des entrepreneurs tous les jours qui essaient d'innover. Il y a 3 semaines, j'étais avec une Ivoirienne, Amia Entreprise, qui fait de la potasse désormais liquide. J'ai une autre de nos entrepreneurs qui fait du miel en poudre. On voit vraiment cette innovation-là. On sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'aimerais vraiment leur dire bravo parce qu'on sait que le système alimentaire, c'est très incertain. Avec le changement climatique et aujourd'hui les défis liés à l'environnement, les productions ne sont pas stables. On manque de pluie. Il y a tellement de défis que ceux qui se lancent à l'intérieur, vraiment chapeau, et aidez-nous à prouver que c'est possible de consommer local, mais aussi de consommer de façon très qualitative nos produits. Le message est lancé, consommer local et consommer de manière qualitative. Je crois que c'est le fin mot de nourrir l'Afrique, de changer les systèmes alimentaires africains. Et on va y arriver. On a les moyens de le faire. Bien sûr. Et Inch'Allah, je l'espère, avant 2030, on aura de réels changements. Merci beaucoup, Madame Kodjo, d'être venue à Agra Podcast. C'est moi, tout le plaisir pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation.